Sous le ciel noir de la Nationale 52, à Willow Grove, Géorgie, une détonation déchire la nuit, comme un cri de rage contre l'injustice. Aïssa Diallo, une jeune femme franco-africaine de 23 ans, s'effondre, le sang jaillissant de sa poitrine, ses yeux écarquillés de terreur et d'incrédulité. Elle n'a fait qu'un geste, glisser une main tremblante dans sa poche pour saisir son téléphone, espérant appeler son père, le juge fédéral Moussa Diallo, un homme dont la droiture fait trembler les puissants. Mais face à elle, James Carter, un policier américain blanc, consumé par une haine raciale venimeuse, a vu dans ce mouvement une menace imaginaire. Son regard, glacial et méprisant, a jugé Aïssa avant même qu'elle ne parle. Sa peau noire et son accent français devenant des crimes aux yeux de cet homme armé d'un pouvoir mortel. Quelques instants plus tôt, alors qu'elle conduisait sa vieille Peugeot, fredonnant une chanson de Stromae, Aïssa avait croisé le regard de Carter dans son rétroviseur. Un rictus déformait son visage, comme s'il savourait déjà l'humiliation à venir. Lorsqu'il l'a arrêté pour un prétendu écart de conduite, ces mots cinglants, « Retourne d'où tu viens, étrangère », ont transpercé Aïssa comme une lame. Ce n'était pas une interpellation, mais une exécution de sa dignité. Maintenant, gisant sur l'asphalte froid, son téléphone affiche un appel inachevé à papa. La rage monte. Comment un tel monstre, vêtu d'un uniforme, peut-il arracher une vie si précieuse? Cette injustice hurle, exigeant vérité et châtiment. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à être ému et indigné, tapez 1 dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Si vous n'aimez pas, un petit like nous fera plaisir. Restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend. Partagez vos réactions pour faire entendre votre voix. Alors que le sang d'Aïssa Diallo s'écoulait sur l'asphalte glacé de la Nationale 52, son souffle s'éteignant sous les étoiles indifférentes de Willow Grove, une vie éclatante, pleine de promesses, venait d'être arrachée par la brutalité d'un homme dévoré par la haine. Mais qui était cette jeune femme dont le dernier geste fut un appel désespéré à son père? Aïssa n'était pas seulement une victime, elle était une étoile, un symbole de résilience et d'espoir. Une franco-africaine dont l'existence même défiant les préjugés racistes qui alertent la condamner. Aïssa Diallo, âgée de 23 ans, incarnait la grâce et l'intelligence. Née à Paris d'un père sénégalais, Moussa Diallo, devenu juge fédéral aux États-Unis, et d'une mère française, décédée tragiquement lorsqu'Aïssa n'avait que 5 ans, elle portait en elle un mélange vibrant de cultures. Ses cheveux tressés avec soin, ornés de perles colorées selon la tradition sénégalaise, dansaient au rythme de ses pas assurés. Ses yeux, profonds et pétillants, reflétaient une curiosité insatiable et une détermination farouche. Diplômée avec les honneurs en droit à l'université Emory, elle avait prononcé un discours de fin d'études qui avait fait vibrer l'auditoire, dénonçant avec éloquence les injustices systémiques et plaidant pour un monde où la couleur de la peau ne serait plus une sentence. Ce soir-là, sur la Nationale 52, elle rentrait d'une conférence à Atlanta où elle avait captivé une salle entière en parlant des droits des immigrés, son charisme rappelant celui d'une jeune Christiane Taubira. Élevée à Willow Grove, une petite ville où les regards méfiants suivaient souvent les visages noirs, Aïssa avait appris à naviguer dans un monde hostile avec une dignité héritée de son père. Moussa Diallo, un homme dont la stature imposante et la voix grave inspirèrent le respect, était une figure révérée dans le système judiciaire américain. Arrivé aux États-Unis comme étudiant boursier, il avait gravi les échelons par sa rigueur et son courage, devenant un juge fédéral connu pour ses jugements équitables et son combat contre la corruption. Après la mort de sa femme, il avait consacré sa vie à Aïssa, son unique enfant, lui transmettant des valeurs profondément ancrées dans la culture française. L'amour de la liberté, l'importance de l'éducation et le refus de l'injustice. Chaque soir, autour d'une table où trônait un plat de thieboudienne préparé en mémoire de leurs racines sénégalaises, ils discutaient de philosophie, de droit et de l'actualité, riant parfois des imitations d'Aïssa des politiciens français. Leur lien était indéfectible. Aïssa appelait son père « papa », avec une tendresse qui faisait fondre le cœur du juge. Il voyait en elle non seulement sa fille, mais une future leader, une femme capable de changer le monde. Lorsqu'elle partait en déplacement, elle lui envoyait toujours un message. « Je t'aime, papa, je serai bientôt à la maison. » Ce soir-là, dans sa vieille Peugeot, elle écoutait. « Alors on danse de Stromae.
tapotant le volant avec insouciance, impatiente de retrouver son père pour lui raconter sa journée. Mais cette joie innocente allait être pulvérisée par un homme dont les préjugés racistes étaient une bombe à retardement. Aïssa n'était pas seulement une étudiante brillante, elle était une activiste, une voix pour les sans-voix. Elle animait un blog, Éclat d'Afrique, où elle partageait des poèmes en français et en wolof, dénonçant le racisme et célébrant la richesse de sa double identité. Ses mots, incisifs et poétiques, avaient attiré des milliers de lecteurs, faisant d'elle une figure montante dans les cercles militants. Quelques jours avant sa mort, elle avait publié un article virulent contre la brutalité policière, citant des cas où des Noirs avaient été abattus sans raison. Ironie cruelle, cet article, partagé massivement sur les réseaux sociaux, allait devenir son testament, amplifiant la colère collective après sa mort. Cette jeune femme, dont le rire pouvait illuminer une pièce, portait aussi une blessure secrète. Lors d'un stage à Washington, elle avait été humiliée par un collègue qui avait raillé son accent et ses origines, lui disant qu'elle n'appartiendrait jamais vraiment à l'élite juridique. Aïssa avait ravalé ses larmes, transformant cette douleur en carburant pour sa lutte. Elle s'était jurée de prouver que sa voix, celle d'une femme noire franco-africaine, compterait. Ce serment, elle le portait en elle ce soir-là, ignorant qu'il serait brisé par un policier qui, en la voyant, n'avait vu qu'une menace, un stéréotype. La rage bouillonne en pensant à ce destin volé. Comment une âme si lumineuse, une femme qui incarnait l'espoir d'une génération, a-t-elle pu être réduite à un corps sans vie par un homme armé de haine? Aïssa n'était pas une statistique. Elle était un rêve, une flamme que James Carter a éteinte sans remords. Son histoire hurle une vérité insupportable. Dans une société gangrénée par le racisme, même les plus brillants, les plus innocents, ne sont pas à l'abri. Cette injustice n'est pas seulement un crime, c'est une trahison de tout ce que la justice, la liberté et l'humanité représentent. La mémoire d'Aïssa exige plus qu'un cri de colère. Elle exige un combat, une révolution pour que plus jamais une étoile ne soit éteinte par la barbarie d'un uniforme. Alors que la lumière d'Aïssa Diallo s'éteignait sur la Nationale 52, son sang marquant à jamais l'asphalte de Willow Grove, son histoire ne se résumait pas à une tragédie individuelle. Elle était le miroir d'une société rongée par le racisme, où une jeune femme franco-africaine, brillante et pleine d'avenir, pouvait être annihilée par un homme dont la haine était plus mortelle que son arme. Mais qui était l'architecte de ce crime odieux? James Carter, le policier qui a appuyé sur la gâchette, n'était pas seulement un individu défaillant. Il incarnait un système qui protège les préjugés sous l'uniforme, un monstre nourri par des années de mépris institutionnalisé. James Carter, 38 ans, était un Américain blanc, né et élevé dans une petite ville de Géorgie où les divisions raciales étaient aussi ancrées que les chaînes centenaires. Fils d'un ancien shérif connu pour ses méthodes brutales envers les communautés noires, Carter avait grandi dans un foyer où les insultes racistes étaient des refrains quotidiens. Il avait rejoint la police de Willow Grove il y a 10 ans, non par vocation, mais par un désir de pouvoir, de dominer ceux qu'il considérait comme inférieurs. Son dossier était taché de plaintes, des témoignages de Noirs et d'immigrés décrivant des arrestations violentes, des injures comme singe ou retourne en Afrique, et même un incident où il avait brisé le bras d'un adolescent noir pour un simple regard insolent. Pourtant, ces plaintes, balayées sous le tapis par ses supérieurs, n'avaient jamais entravé sa carrière. Ce laxisme institutionnel était une autorisation tacite. Carter pouvait agir en toute impunité, son badge devenant un bouclier pour sa haine. Ce soir-là, patrouillant sur la Nationale 52, Carter était d'humeur belliqueuse. Lassé par une nuit monotone, il cherchait une cible pour déverser sa frustration. Lorsqu'il aperçut la Peugeot d'Aïssa, légèrement décalée sur la route, il y vit une opportunité. Mais ce n'était pas l'infraction mineure qui attisa son intérêt. C'était la silhouette d'une femme noire, élégamment vêtue, au volant d'une voiture qu'il jugeait trop belle pour elle. Dans son esprit tordu, une franco-africaine comme Aïssa, avec son assurance et son accent étranger, était une provocation, une intrusion dans un monde qu'il estimait réservé aux Blancs. Il activa ses gyrophares avec un rictus, murmurant entre ses dents « On va voir ce que tu caches, étrangère ». Cette phrase, captée plus tard par son micro, révélerait au monde la profondeur de son mépris. Carter n'était pas un novice. Il connaissait les protocoles, les règles d'engagement, mais son comportement trahissait une vérité plus sombre. Pour lui,
Les Noirs, surtout ceux d'origine africaine, étaient des suspects par défaut. Lors d'une formation récente, il avait été réprimandé pour avoir plaisanté sur les clandestins qui infestent le pays. Une remarque qui avait choqué ses collègues, mais sans conséquence. Ce manque de discipline avait renforcé son arrogance. Il se voyait comme un justicier, un gardien autoproclamé de l'ordre blanc, et Aïssa, avec sa prestance et son identité métissée, représentait tout ce qu'il haïssait. Une femme qui osait exister, briller, défier ses stéréotypes. Un détail glaçant, découvert après le drame, amplifia l'indignation. Quelques heures avant l'incident, Carter avait publié un commentaire sur un forum en ligne anonyme, se plaignant des immigrés qui prennent nos jobs et nos routes. Ce message, retrouvé par des enquêteurs, montrait qu'il était entré en patrouille avec un esprit déjà empoisonné, prêt à punir quiconque croiserait son chemin. Cette révélation transforma l'affaire en un scandale national, exposant non seulement Carter, mais tout un système qui tolérait de tels individus dans ses rangs. La rage atteint son paroxysme en pensant à cet homme, dont la haine était une arme chargée bien avant son revolver. Comment un policier, censé protéger, peut-il devenir un bourreau, jugé non par la loi, mais par ses préjugés? Carter n'a pas seulement tué Aïssa, il a assassiné l'espoir qu'elle incarnait, crachant sur les valeurs de liberté et d'égalité chères à la culture française qu'Aïssa portait fièrement. Son acte n'était pas une erreur, mais un crime prémédité par des années de racisme intériorisé, amplifié par un uniforme qui lui donnait le pouvoir de vie et de mort. Ce n'est pas seulement Carter qui doit être jugé, mais un système qui arme des hommes comme lui, leur permettant de détruire des vies sans crainte de représailles. La mémoire d'Aïssa, son sourire, ses rêves, exigent que cette injustice soit dénoncée, que chaque complice silencieux soit tenu pour responsable. Car tant que des Carter porteront un badge, aucune étoile noire ne brillera en sécurité. Alors que James Carter, incarnation d'un racisme systémique, se tenait prêt à faire basculer la vie d'Aïssa Diallo dans l'abîme, la nuit sur la Nationale 52 à Willow Grove vibrait d'une tension presque palpable. Loin d'être un simple contrôle routier, cet instant était une confrontation entre l'innocence d'une jeune femme franco-africaine et la brutalité d'un homme dont le mépris racial dictait chaque geste. Ce qui s'est déroulé sous les gyrophares rouges et bleus n'était pas un malentendu. C'était une exécution déguisée en procédure, un acte où la haine a pris le dessus sur la raison, transformant une route déserte en théâtre d'une tragédie insoutenable. La scène commença avec une froideur calculée. Lorsque Carter s'approcha de la Peugeot d'Aïssa, ses pas lourds résonnèrent comme un glas. Son regard, chargé de dédain, transperça Aïssa avant même qu'elle ne parle. « Sortez vos papiers, et vite !» aboya-t-il, sa voix dégoulinante d'une hostilité qui n'avait rien de professionnel. Aïssa, le cœur battant, tenta de rester calme, se remémorant les conseils de son père, le juge Moussa Diallo. Restez poli, ne pas provoquer. Elle répondit en français, son accent doux trahissant ses origines, ce qui sembla attiser la fureur de Carter. « Parlez anglais, on n'est pas à Paris ici !» cracha-t-il, son ton venimeux révélant un racisme viscéral. Ce n'était pas seulement une interpellation, c'était une humiliation délibérée, un moyen de rabaisser une femme dont la prestance et l'élégance défiaient ses stéréotypes. Aïssa, les mains crispées sur le volant, expliqua qu'elle rentrait d'une conférence, son ton tremblant mais respectueux. Mais Carter ne l'écoutait pas. Il scrutait son visage, ses vêtements impeccables, sa voiture modeste mais soignée, comme si tout en elle était une offense. Un détail choquant, découvert plus tard, amplifia l'horreur de cet instant. Carter portait un badge épinglé sous son uniforme, un symbole discret d'un groupe local connu pour ses idées suprémacistes blanches. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une déclaration, une preuve que son animosité envers Aïssa était enracinée dans une idéologie toxique. Lorsqu'il lui ordonna de sortir de la voiture, son ton devint plus menaçant, ses mots ponctués d'une insulte raciale à peine voilée. « Bouge, ou tu vas regretter d'être née différente. » Aïssa obéit, ses jambes tremblantes, descendant lentement de la voiture sous le faisceau aveuglant de la lampe torche de Carter. Elle se tenait droite, les mains levées à hauteur des épaules, son visage éclairé par les phares, révélant une peur qu'elle tentait de masquer par une dignité héritée de son éducation française. La culture française, avec son attachement à la liberté et à la justice, coulait dans ses veines. Mais face à Carter, elle était réduite à une cible. « Qu'est-ce que tu caches? Une arme, hein ?» hurla-t-il, sa main serrant la crosse de son revolver. Aïssa, paniquée,
secoua la tête, sa voix brisée. Non, rien. Je suis juste fatigué. Je veux rentrer chez moi. Mais ces mots, teintés d'un accent qu'elle portait avec fierté, semblaient alimenter la rage de Carter, comme si son identité même était une provocation. La tension monta d'un cran lorsque Carter s'avança, son ombre menaçante engloutissant Aïssa. Il la força à reculer contre la voiture, son regard scrutant chaque mouvement comme un prédateur. À cet instant, Aïssa pensa à son père, à sa voix rassurante, à ses conseils lors des dîners où ils débattèrent de Rousseau et de la Déclaration des droits de l'homme. Elle voulait désespérément entendre sa voix, un rempart contre cette terreur. « Je peux appeler mon père ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Carter ricana, un rire cruel qui glaça le sang. « Ton père? Il ne va pas t'aider ici, gamine. » Ce mépris, cette négation de son humanité, était une lame plantée dans le cœur d'Aïssa. La rage explose en pensant à cet échange, à cet homme qui, armé d'un pouvoir illégitime, a piétiné la dignité d'une femme dont le seul crime était d'exister. Comment un policier, censé incarner la loi, peut-il se transformer en tyran, son uniforme devenant une armure pour ses préjugés? Carter n'a pas seulement agressé Aïssa, il a attaqué tout ce qu'elle représentait. La résilience d'une franco-africaine, la fierté d'une culture métissée, l'espoir d'une génération qui refuse de plier. Ce moment où la peur d'Aïssa a rencontré la haine de Carter est une trahison de l'idéal français de fraternité, un affront à l'humanité tout entière. Chaque mot venimeux de Carter, chaque geste menaçant, était une déclaration de guerre contre la justice, un cri de défi aux valeurs que Moussa Diallo avait instillées à sa fille. Cette scène, figée dans la nuit de Willow Grove, exige une réponse. Non pas des larmes, mais une révolte, un soulèvement contre un système qui arme des monstres comme Carter et les laisse détruire des vies sans remords. Alors que l'affrontement sur la Nationale 52 atteignait son paroxysme, la silhouette frêle d'Aïssa Diallo, écrasée par la brutalité de James Carter, se dressait encore avec une dignité qui défiait la haine. Mais dans cet instant fatidique, où la peur et l'injustice se heurtèrent sous les étoiles froides de Willow Grove, un geste innocent allait sceller son destin. Ce n'était pas une simple erreur, c'était un meurtre, un acte d'une cruauté inouïe où le racisme de Carter, exacerbé par son pouvoir, transforma un appel à l'aide en une sentence de mort. La tragédie qui s'ensuivit n'était pas seulement celle d'une vie arrachée, mais un cri de révolte contre un système qui permet à de tels monstres de prospérer. Tout bascula en une fraction de seconde. Aïssa, acculée contre sa Peugeot, les mains levées sous la lumière aveuglante des phares, sentit la panique l'envahir. Le regard de Carter, chargé de mépris, la réduisait à une menace, un stéréotype qu'il avait déjà condamné dans son esprit tordu. « Ne bouge pas ou t'es fini !» hurla-t-il, sa voix tremblante de rage et d'excitation. Aïssa, le souffle court, tenta de répondre. « Je ne fais rien, je veux juste appeler mon père. » Ces mots, teintés de son accent français, semblaient attiser la fureur de Carter, comme si sa langue, sa culture, son existence même étaient une provocation. Dans un élan désespéré, elle pensa à son père, Moussa Diallo, le juge fédéral dont la voix grave l'avait toujours protégée. Si seulement elle pouvait l'atteindre, il saurait quoi faire. Sa main, tremblante, glissa lentement vers la poche de son manteau où se trouvait son téléphone. Ce geste, si naturel, si humain, fut interprété comme une déclaration de guerre par Carter. Dans son esprit empoisonné par des années de préjugés, une femme noire, franco-africaine, ne pouvait être qu'une criminelle, une menace imminente. « Qu'est-ce que tu prends? Une arme ?» rugit-il, son revolver déjà dégainé, le métal luisant sous la lumière des gyrophares. Aïssa, terrifiée par la soudaine escalade, cria « Non, c'est juste mon téléphone !» Mais ces mots furent avalés par le chaos. Un détail glaçant, révélé plus tard par l'enquête, ajouta une couche d'horreur. La caméra corporelle de Carter enregistra un murmure à peine audible juste avant le tir. « On va te remettre à ta place. » Cette phrase, un écho de son idéologie raciste, prouvait que son acte n'était pas une réaction instinctive, mais une punition délibérée contre une femme qui osait exister hors de ses stéréotypes. Le coup partit, déchirant la nuit comme un hurlement de l'injustice. La balle frappa Aïssa en plein torse, la projetant en arrière contre la voiture avant qu'elle ne s'effondre sur l'asphalte. La douleur était insoutenable, un feu qui consumait son corps. Son téléphone, arraché de sa main par l'impact, atterrit à quelques mètres, l'écran affichant un appel en cours vers papa. Le sang s'écoulait,
formant une mare rouge sous elle, tachant son manteau et les souvenirs de ses rêves. Aïssa, à bout de souffle, fixa le ciel, ses yeux cherchant une étoile, un signe, tandis que la vie la quittait. Dans son dernier souffle, elle murmura « Papa, aide-moi ». Ces mots, captés par le micro de Carter, allaient hanter le monde entier. Carter, figé un instant, réalisa trop tard son erreur. Il s'approche, son faisceau de lampe torche illuminant le téléphone sur le sol. Pas d'arme, juste un appareil, un lien brisé vers un père qui ne répondrait jamais. Mais même alors, son visage ne montra pas de remords. Un rictus de colère persistait, comme s'il blâmait Aïssa pour l'avoir forcé à tirer. Un élément nouveau, découvert lors de l'enquête, amplifia l'indignation. Carter avait désactivé son micro juste après le tir, tentant de masquer ses propres paroles incriminantes. Ce geste, un acte de dissimulation, révéla une conscience coupable, un homme qui savait que son crime ne pourrait être défendu. La rage explose face à cette abomination. Comment un homme, investi de la confiance publique, peut-il transformer un moment de vulnérabilité en exécution? Carter n'a pas seulement pris une vie, il a piétiné l'âme d'Aïssa, son héritage franco-africain, sa foi en un monde meilleur. Ce meurtre, enraciné dans un racisme abject, est une trahison des idéaux français de liberté et de fraternité qu'Aïssa chérissait. Chaque goutte de son sang crie justice, exige que ce système, qui arme des haineux comme Carter, soit démantelé. Aïssa n'était pas une menace. Elle était une promesse, une voix qui chantait la liberté à la manière de Fanon et Césaire. Sa mort n'est pas une fin, mais un appel à l'action, un défi lancé à tous ceux qui croient en la justice pour se lever et dire « plus jamais ». Ce crime ne peut rester impuni, car chaque silence est une complicité avec la barbarie. Alors que le corps d'Aïssa Diallo gisait sans vie sur l'asphalte de la Nationale 52, son sang criant une injustice qui ébranlait les cieux, la nuit de Willow Grove devint le théâtre d'un chaos où la vérité luttait pour émerger. Le téléphone d'Aïssa, abandonné dans la poussière, son écran affichant un appel interrompu à papa, était plus qu'un objet. Il était une accusation, un témoin muet d'un crime odieux perpétré par James Carter, un policier dont la haine raciale avait transformé une rencontre banale en exécution. Mais ce qui suivit ne fut pas seulement une scène de désespoir. Ce fut une tempête de révélations, où l'horreur de l'acte de Carter se dévoila dans toute sa laideur, attisant une fureur collective contre un système qui protège de tels bourreaux. Les instants qui suivirent le coup de feu furent un cauchemar suspendu dans le temps. Carter, immobile, fixait le corps d'Aïssa, son revolver encore fumant. Son visage, figé dans un mélange de choc et de défi, ne trahissait aucun remords véritable. Il s'agenouilla brièvement près du téléphone, le ramassant avec des mains tremblantes, non pas pour vérifier l'état d'Aïssa, mais pour s'assurer qu'aucune preuve ne viendrait le condamner. Un détail glaçant, découvert plus tard par l'enquête, fit monter la rage au zénith. Carter tenta de supprimer les dernières secondes de l'enregistrement de sa caméra corporelle, croyant pouvoir effacer son murmure raciste et son acte. Mais la technologie, plus incorruptible que son cœur, avait tout capturé, scellant son destin. Les sirènes des ambulances et des voitures de police déchirèrent bientôt le silence. Les premiers officiers arrivés sur les lieux trouvèrent Carter debout, hébété, marmonnant des excuses incohérentes. « Elle a bougé, j'ai cru qu'elle avait une arme ». Mais leurs regards tombèrent sur Aïssa, son corps inerte baigné dans une mare de sang, et sur le téléphone, dont l'écran clignotait toujours avec le nom de Moussa Diallo. Un officier, le sergent Claire Dubois, une femme d'origine haïtienne récemment transférée à Willow Grove, sentit une colère sourde monter en elle. Elle connaissait les rumeurs sur Carter, ses remarques racistes lors des briefings, son mépris pour les étrangers. En ramassant le téléphone avec des gants, elle murmura une prière en créole, jurant que justice serait rendue. Un élément nouveau, qui choqua le public, émergea alors. Le téléphone d'Aïssa contenait une application de sécurité qu'elle avait installée après avoir lu des récits de brutalité policière. Cette application, populaire parmi les militants afro-américains et les immigrés, diffusait automatiquement un flux audio en direct à un contact désigné, en l'occurrence son père, dès qu'un mot-clé comme « police » était prononcé. Ainsi, les derniers instants d'Aïssa, y compris ses supplications et le cri de Carter, avaient été transmis en temps réel à Moussa Diallo, qui, à des kilomètres de là, écoutait, impuissant, le meurtre de sa fille. Cette révélation, diffusée lors de l'enquête, transforma l'affaire en un scandale mondial, mettant en lumière la terreur quotidienne des minorités face à des officiers comme Carter.
Carter, sentant le piège se refermer, tenta de contacter son syndicat policier, mais ses appels furent interceptés par Dubois, qui, écœuré par ses mensonges, transmit immédiatement la caméra corporelle aux autorités fédérales. Les ambulanciers, arrivés trop tard, ne purent que constater le décès d'Aïssa, leur silence lourd de chagrin. Un médecin urgentiste, bouleversé, nota dans son rapport que les yeux d'Aïssa, grands ouverts, semblaient en fixer l'horizon, comme si elle cherchait encore son père dans l'au-delà. Ce détail, publié dans la presse, devint un symbole de l'injustice, un appel à la révolte. La rage atteint des sommets face à cette barbarie. Comment un homme, armé par l'État, peut-il assassiner une femme innocente et tenter d'effacer son crime comme un vulgaire graffiti? Carter n'a pas seulement tué Aïssa, il a profané les valeurs françaises qu'elle incarnait. La liberté, l'égalité, la dignité. Son acte, enraciné dans un racisme si profond qu'il semblait gravé dans son âme, est une insulte à l'héritage de figures comme Aimé Césaire, dont les écrits sur la négritude inspiraient Aïssa. Chaque tentative de Carter pour se disculper, chaque seconde où il a piétiné la mémoire d'Aïssa, est une déclaration de guerre contre la justice. Ce n'est pas seulement un homme qu'il faut condamner, mais un système qui, en fermant les yeux sur des années de plaintes contre Carter, a chargé son arme bien avant qu'il ne tire. La voix d'Aïssa, capturée dans cet enregistrement, hurle à travers le monde. Elle exige que nous nous levions, que nous démolissions les structures qui donnent du pouvoir à des haineux. Car si nous restons silencieux, nous devenons complices de ce sang versé, de cette étoile éteinte, de cette France métissée qu'Aïssa représentait avec tant de fierté. L'aube qui suivit la mort d'Aïssa ne dissipa pas l'obscurité qui pesait sur Willow Grove. La ville, figée dans un silence coupable, fut secouée par l'arrivée des agents du FBI, convoqués à la demande expresse de Moussa Diallo, le père d'Aïssa et juge fédéral respecté. Ce dernier, brisé mais inflexible, refusa que l'enquête soit confiée à la police locale, dont les liens avec Carter et les antécédents de laxisme envers ses excès racistes étaient notoires. « Je veux la vérité, toute la vérité, et je la veux maintenant », déclara-t-il, sa voix tremblante de chagrin mais d'une autorité qui fit frémir les officiers présents. Moussa, formé dans les amphithéâtres parisiens où il avait étudié Montesquieu et les principes de l'état de droit, incarnait une droiture que nul ne pouvait ignorer. Sa stature, son regard perçant, rappelaient à tous que ce n'était pas seulement un père en deuil, mais un homme prêt à démanteler un système pour sa fille. L'enquête, dirigée par l'agent spécial Sophie Lamarque, une Française d'origine martiniquaise connue pour son intransigeance, prit un tour implacable. Lamarque, qui avait elle-même affronté le racisme dans sa carrière, vit en Aïssa un reflet de ses propres luttes. Elle jura sur l'honneur de ne laisser aucun détail échapper à son équipe. Les preuves s'accumulèrent rapidement, chacune plus accablante que la précédente. La caméra corporelle de Carter, qu'il avait tenté de saboter, révéla non seulement le tir fatal, mais aussi son murmure raciste. « On va te remettre à ta place ». L'application de sécurité sur le téléphone d'Aïssa, qui avait diffusé l'incident en direct à Moussa, devint une pièce maîtresse, capturant les supplications d'Aïssa et l'agressivité de Carter. Les analyses balistiques confirmèrent que la balle avait frappé Aïssa à un angle indiquant qu'elle ne faisait face à aucune menace, ses mains étant levées jusqu'au moment où elle avait cherché son téléphone. Un élément nouveau, qui fit frissonner le public, émergea lors de l'examen des communications de Carter. Quelques heures avant l'incident, il avait envoyé un message à un collègue, se vantant de « remettre une immigrée à sa place ce soir ». Ce texto, retrouvé dans son téléphone saisi, prouva que son acte était prémédité, motivé par une haine raciale qui n'avait rien d'impulsif. Cette révélation, divulguée par un lanceur d'alerte au sein du commissariat, déclencha une onde de choc, exposant la complicité silencieuse de certains collègues de Carter qui connaissaient ses tendances mais n'avaient jamais agi. Lamarque, écœuré, ordonna l'interrogatoire de l'ensemble du département, mettant au jour une culture de tolérance envers le racisme institutionnel. Carter, confronté à ces preuves, tenta de se défendre en plaidant la peur et l'instinct de survie. « Elle bougeait vite, j'ai cru qu'elle avait une arme », répétait-il, mais ses mensonges s'effondrèrent de face à la vidéo, qui montrait Aïssa immobile, les mains visibles, jusqu'à son geste désespéré pour atteindre son téléphone. Un autre détail accablant fut découvert. Carter avait un historique de recherche sur Internet, incluant des forums suprémacistes où il avait commenté sous un pseudonyme, glorifiant la violence contre les Noirs et les immigrés. Ces éléments, présentés au procureur fédéral,
transformèrent l'affaire en un symbole de la lutte contre le racisme systémique. La rage bouillonne face à cette parodie de justice initiale que Carter espérait obtenir. Comment un homme, dont chaque mot et chaque acte suintaient la haine, a-t-il pu porter un badge pendant si longtemps? L'enquête, bien que rigoureuse, révéla une vérité plus amère. Sans l'intervention de Moussa Diallo et la pression publique, l'affaire aurait pu être étouffée, comme tant d'autres. La mémoire d'Aïssa, sa voix captée dans cet enregistrement déchirant, exigeait plus qu'une condamnation. Elle réclamait une réforme, un démantèlement des structures qui permettent à des Carter de prospérer. Chaque preuve, chaque témoignage, était un cri de guerre contre l'injustice, un hommage à la dignité franco-africaine d'Aïssa, qui, même dans la mort, continuait de défier ses bourreaux. Lorsque l'affaire Aïssa Diallo arriva devant la Cour supérieure de Géorgie, le monde entier avait les yeux rivés sur Willow Grove. Le procès, retransmis en direct, devint un champ de bataille où la justice affrontait des siècles de racisme institutionnalisé. La salle d'audience, remplie de militants, de journalistes et de la famille d'Aïssa, vibrait d'une tension électrique. Moussa Diallo, assis au premier rang, fixait Carter avec un regard qui semblait transpercer son âme. Chaque jour, il portait un ruban aux couleurs du drapeau sénégalais, un hommage silencieux à sa fille et à leurs racines communes. Le procureur, une femme afro-américaine nommée Angela Brooks, présenta un dossier d'une précision chirurgicale. Elle appela des témoins clés, Sophie Lamarque, qui détailla l'enquête, Claire Dubois, qui dénonça la culture raciste du commissariat, et des experts forensiques qui confirmèrent l'absence de menaces de la part d'Aïssa. Mais le moment le plus déchirant fut la diffusion de la vidéo de la caméra corporelle. Lorsque les images montrèrent Aïssa levant les mains, implorant Carter, puis s'effondrant après le tir, des sanglots éclatèrent dans la salle. Le rictus de Carter, capturé juste avant le coup de feu, devint l'image qui hanta les consciences, un symbole de la cruauté raciale. Un élément inattendu qui galvanisa l'opinion publique fut le témoignage d'une ancienne petite amie de Carter, qui révéla qu'il collectionnait des insignes de groupes suprémacistes et se vantait de contrôler les rues contre les indésirables. Ce témoignage, corroboré par des photos saisies chez lui, anéantit la défense de Carter, qui tenta vainement de se présenter comme un officier sous pression. Moussa Diallo, appelé à la barre, ne parla pas de vengeance. Avec une voix brisée mais digne, il raconta Aïssa, ses poèmes, ses combats, son amour pour la France et l'Afrique. Elle était ma lumière, et cet homme l'a éteinte parce qu'il ne supportait pas qu'une femme noire brille. Ces mots, empreints de la rhétorique française des droits humains, bouleversèrent le jury. Après des délibérations tendues, le verdict tomba comme un coup de tonnerre, coupable de meurtre au premier degré. La salle explosa en cris de joie et de larmes. Mais la phase de condamnation fut encore plus déterminante. Brooks argua que le crime, commis par un policier abusant de son pouvoir, justifiait la peine maximale. Moussa, dans une déclaration finale, ne demanda pas la mort, mais insista sur la nécessité d'un châtiment exemplaire. Que la justice parle si fort que plus aucun uniforme ne puisse cacher la haine. Le juge, un homme connu pour sa sévérité, prononça la sentence, la peine de mort. Carter s'effondra, son arrogance brisée, tandis que Moussa, les yeux fermés, pleurait en silence pour sa fille. L'héritage d'Aïssa transcenda le verdict. Son blog, Éclat d'Afrique, fut repris par des militants, devenant une plateforme mondiale pour dénoncer les violences policières. Une fondation en son nom fut créée, finançant des bourses pour les jeunes femmes afrodescendantes en droit. Des manifestations, inspirées par son courage, éclatèrent à Paris, Dakar et Atlanta, réclamant des réformes. Un détail poignant clôtura l'affaire. Une statue d'Aïssa, tenant un téléphone, fut érigée à Willow Grove avec une plaque citant Césaire. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. La fureur face à ce crime ne s'apaise pas. Carter n'a pas seulement tué Aïssa, il a attaqué l'idéal français de fraternité, l'espoir d'une humanité unie. Ce verdict, bien qu'historique, n'efface pas la douleur. Il est un avertissement. Aucun pouvoir, aucun uniforme ne peut excuser la barbarie. L'héritage d'Aïssa, porté par sa culture métissée et son combat, est un appel à détruire les racines du racisme, à bâtir un monde où aucune étoile ne sera plus éteinte par la haine. L'histoire tragique d'Aïssa Diallo, jeune femme franco-africaine fauchée par la haine raciale de James Carter,
résonne comme un cri d'alarme contre l'injustice et le racisme systémique. Cette affaire, ancrée dans une douleur insupportable, offre des leçons profondes, enracinées dans les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité, tout en exposant les failles d'un système qui protège les bourreaux. Premièrement, l'histoire d'Aïssa enseigne que le racisme n'est pas une simple opinion, mais une arme mortelle lorsqu'il est armé par le pouvoir. Carter, avec son uniforme et son revolver, n'a pas seulement tué une femme, il a piétiné son humanité, sa dignité, son identité métissée. Cela nous rappelle l'urgence de démanteler les structures qui tolèrent de tels individus, comme l'exigeait Frantz Fanon dans ses appels à la décolonisation de l'esprit. Deuxièmement, la résilience de Moussa Diallo, père brisé mais inflexible, incarne le combat pour la justice. Sa quête, inspirée par l'héritage français des droits humains, montre que la douleur peut se transformer en action, que le silence est une complicité. Chaque citoyen doit s'élever contre l'injustice, comme le prônait Camus. Se taire, c'est laisser croire que tout est possible. Enfin, l'héritage d'Aïssa, ses poèmes, son blog, sa statue, nous apprend que les voix des opprimés ne s'éteignent jamais. Elles deviennent des phares, guidant les générations vers un monde où la couleur de la peau ne sera plus une sentence. Cette tragédie exige de nous un engagement, dénoncer, éduquer, réformer. Car, comme l'écrivait Césaire, une société qui ferme les yeux sur l'injustice est déjà morte. Levons-nous pour qu'Aïssa vive à travers notre combat.